Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. C'était l'étape numéro 20 de ce Giro. On va en faire tout de suite le débrief de cette étape numéro 20. Pour moi, ça a été la meilleure étape de ce Giro. J'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder. On fera les bleus, les coureurs au top, les flops. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et puis à réagir dans les commentaires également. Pourquoi ça a été la meilleure étape du Giro? Parce que je pense que ça a été une étape déjà qui était bien conçue. On avait un parcours qui était très intéressant. Je pense aussi qu'on a eu des équipes qui ont voulu animer la course. C'est bien de faire un bon parcours, mais il faut aussi que les coureurs aient envie de ce type de parcours. Et puis on a eu une journée vraiment très très intéressante au niveau du général. Il y a eu des très très belles bagarres. Je crois que c'était vraiment une étape très très intéressante aujourd'hui pour le Giro. C'est vrai qu'on a eu quand même un Giro sur cette troisième semaine qui nous laisse sur notre fin, que ça soit l'étape de Cortina ou l'étape numéro 19. On a eu quand même une course peut-être moins animée que prévu, ou moins dure que prévu, mais cette étape-là nous a un petit peu réconciliés avec ce Giro peut-être 2021 si on était un petit peu fâché avec. Et puis on a eu un maillot rose qui, je dirais, n'a pas vacillé, mais a pu compter sur une équipe extrêmement forte autour de lui. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Romain Bardet qui a été l'animateur de la journée avec Caruso. Dommage pour Bardet, il lui manque pas grand chose déjà dans le final pour suivre Caruso, parce qu'il explose un peu dans la roue de Caruso, et Caruso était quand même très très fort sur ce Giro. Bardet, il a fait ce qu'il devait faire, je pense aujourd'hui, animer la course. Il n'avait pas grand chose à perdre. Le top 10 était, on va dire, assuré. Et pour aller chercher le top 5, il fallait qu'il attaque. Il a tenté le coup. Il est tombé ensuite face à des alliés de circonstance aussi, pour dire merci à Louis Vervaeke du côté de Alpecin. Ensuite, ils se sont bien trouvés avec Caruso aussi, il y avait des intérêts communs. Mais on a bien senti que dans la dernière difficulté du jour, à 4-5 km de l'arrivée, il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le moteur. Et quand il se fait lâcher par Caruso, on comprend assez vite que oui, c'est tout à fait normal parce que du côté de Bardet, il y a plus grand chose à se mettre sous la dent. Demain, pour Bardet, ça va quand même pas être facile parce que quand on regarde le classement, on se dit aïe aïe aïe, il n'a pas vraiment fait le trou quand même du côté de Bardet parce qu'il est 5e. Mais il a que 12 secondes, même pas 8 secondes d'avance sur Martinez. Donc techniquement, Martinez devrait passer devant. Carty est à une trentaine de secondes derrière. Je ne suis pas sûr que ça suffise. Et Almeida, c'est 8,50. Donc Almeida est à 1,02. Je pense qu'Almeida aussi va passer devant. Mais il finira 8e. Par rapport à ce qu'on pensait au départ de Bardet, sur la première étape, c'est un peu comme Caruso. Ça fait partie de coureurs qu'on n'attendait peut-être pas à cette place-là, juste avant le dernier contre-la-montre de ce Giro. Ça ne s'attendait pas à ce que Bardet soit 5e. Les mecs qui disent moi j'étais sûr que Bardet était 5e. Non, ils pipotent un peu légèrement quand même. Parce que quand on voit Bardet arriver sur la première étape du Giro, où il perd 50 secondes, je rappelle ce jour-là, où on n'a pas totalement des certitudes, il fait un bon tour des Alpes. Moi j'avais l'impression que ça allait être pas mal. Mais de là à dire qu'elle allait faire top 5, non. Moi, je n'étais pas aussi assuré que ça. J'ai dit top 10, c'était jouable. C'est ce que j'avais dit. J'avais dit top 10, c'est jouable. Il me paraissait plutôt en forme. Mais avoir la certitude qu'il fasse un Giro comme celui-là, même moi, il m'a surpris sur certaines étapes, notamment sur l'étape de Cortina. Mais il a été très très fort quand même, Bardet ce jour-là. Je continue du côté du bilan des Bleus avec un autre Français positif. C'est Geoffrey Bouchard qui... j'ai eu peur quand je l'ai vu ne pas prendre l'échappée ce matin. Je me suis dit, c'est quand même un peu risqué, quoi. Si Bernal tente un coup,
ou si ça attaque dans la première montée du jour et que Bernal est obligé de réagir, tu vas peut-être le regretter, Geoffrey, si tu n'arrives pas à suivre. Puis au final, il a suivi dans la côte de première catégorie, la première de la journée, et c'est là où il sécurise son classement de la montagne. Et il a été très performant pendant tout ce Giro, Geoffrey Bouchard. Alors certes, il n'y a pas de victoire d'étape, mais il y a un beau maillot de meilleur grimpeur qui n'est pas si facile que cela à récupérer sur le Tour d'Italie, même si le barème des points est quand même beaucoup mieux fait que sur le Tour de France. Et du côté de Bouchard, il fallait quand même qu'il soit performant, qu'il soit à l'attaque plusieurs fois pour aller chercher ce classement de la montagne. Je trouve que c'est un beau vainqueur. Alors c'est vrai que certains diront que Gino Meder a abandonné. C'est vrai, ça nous a peut-être gâché d'une bagarre entre les deux, qui je pense aurait été très intéressante. Mais je trouve que Bouchard, en faisant notamment 13e hier, je crois de l'étape, 13e ou 14e, a montré que c'était quand même un mec qui savait grimper et qui savait faire du bon travail. Je termine du côté du bilan des Bleus avec Attila Valter, qui est la déception de cette dernière journée. Voilà, il finit, il est 15e du général à 44 minutes 51, mais aujourd'hui il a perdu beaucoup de temps. Voilà, il a fini, si je reprends, 25e à 6 minutes 50. J'ai l'impression qu'il finit un peu le Giro sur les rotules, Attila Valter. Il a lâché très tôt et il s'en sort bien, on va dire, que les écarts ont été assez importants à partir de la 8e, 9e place, on a des écarts qui sont énormes, parce que sinon je pense que son classement aurait été un petit peu plus lointain. Mais encore une fois, du côté de Valter, c'est une bonne base de travail, je pense, pour l'avenir, pour le coureur hongrois, mais il faudra travailler sur la récupération pour ce coureur-là. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Caruso, vainqueur du jour. Caruso, qui a bien senti le coup quand DSM a décidé d'accélérer dans la descente du Passo San Bernardino. Il fallait suivre. À ce moment-là, il l'a bien fait. Et ils étaient que deux, parce qu'en plus Bahreïn un petit peu un effectif limité, mais sacré travail également de son équipier. Et puis de Pello Bilbao, qui a fait un gros travail également dans la dernière montée. Chapeau Caruso sur ce Giro. Je pense que c'est le mot qui reviendra. Il a été bon physiquement. Mais il a su aujourd'hui saisir l'opportunité et ça sera intéressant de voir dans l'avenir si pourtant à 33 ans moi je fais plutôt partie des gens qui disent à partir de 33-34 ça commence à être dur dans le milieu du cyclisme, comme quoi je me trompe, parce que regarde avec Caruso il est très bon ce soir, il se révèle presque leader, mais il a été très très bon je trouve dans sa gestion de la course. Il est devenu leader de rechange très vite et il a réussi à faire une très très belle course. Il faut saluer également les équipiers de la Bahreïn, parce que quand vous perdez votre leader très vite, se remettre dans le droit chemin, on va dire, c'est pas forcément facile quand on perd son leader. Et ils ont réussi à retrouver des objectifs, notamment avec la victoire de Gino Meder, qui je pense a été très très intéressante le lendemain de l'abandon de Landa, et qui je pense a remis l'équipe dans le droit chemin, comme ça avait été le cas avec la victoire de Ghana l'année dernière sur le Giro 2020, qui je pense avait fait beaucoup de bien à Ineos. Elle a un très très gros travail. Je voulais mettre en avant également ce soir l'équipe Ineos, qui pour moi a fait du très très bon travail sur ce Giro, parce que Bernal aujourd'hui n'était, je pense, pas le plus fort, et pourtant il s'en est très très bien sorti. On a eu un énorme Castroviejo. On l'avait, j'irais presque peu vu par rapport à d'habitude, je trouve, sur ce Tour d'Italie, Castroviejo, parce que c'est un mec quand même qui est un peu comme Karienka, qui était omniprésent normalement aux avant-postes dans les grands tours, et puis on l'avait vu, mais pas autant que d'habitude Castroviejo, et là aujourd'hui il a énormément servi Bernal, et puis encore un grand Daniel Felipe Martinez pour accompagner dans la montée finale du Valle Spluga l'Alpe Mota
Bernal. Et puis après, Bernal a bien fini le travail. Je pense qu'il était dans une meilleure journée, Bernal. Mais ouais, très bon travail de la part du coureur colombien. Puis je termine également avec Lorenzo Fortunato, 9e aujourd'hui, le coureur d'Aulo Cometa. Dommage cette première semaine quand même pour Fortunato, parce que quand on voit comment il termine ce Giro, on se dit qu'il y avait vraiment des choses intéressantes à faire. Il a perdu beaucoup de temps en première semaine. Et c'est dommage parce que Fortunato il finit 14e du général à 44 minutes. Pourtant, je pense que c'est l'un des meilleurs coureurs sur cette troisième semaine. Je pense qu'il était totalement en capacité d'aller dans le top 10. Donc, ouais. C'est un bon tour pour l'avenir, quand même, pour le coureur italien. Et je pense que c'est un coureur sur lequel il faudra compter dans les années à venir, le coureur italien des Aulo Cometa. Et cette équipe est Aulo Cometa également, parce que je trouve qu'elle est... Il y a peut-être moins d'argent que dans des structures françaises notamment, mais il y a un bon encadrement, un bon travail qui est effectué dans cette formation qui a bien animé la course, je trouve, et a totalement mérité son invitation sur ce Tour d'Italie. Du côté des flops, je commence avec Hugh Carty. Il n'y a que 2 flops ce soir. C'est des petits flops quand même. Hugh Carty ce soir parce que le coureur britannique, il a explosé un peu comme tous les jours sur ce Giro, c'est-à-dire il explose après un quart d'heure, 20 minutes de haute intensité. Ça a été un Giro où on a vu le potentiel de ce coureur-là et il confirme quand même un petit peu ce qu'on avait vu sur la Vuelta, mais je dirais que c'est quand même décevant pour Hugh Carty parce que vu la force de son équipe EF, vu le travail également qu'ont effectué certains coureurs, eh bien il est quand même un petit peu en retrait. Surtout c'est l'écart en fait qui me gêne par rapport à la place. Bon, il est pour le moment 7e du général, mais l'écart est quand même grand, 8 minutes 22 sur Egan Bernal. Il est quand même à 5 minutes du podium, donc ça fait beaucoup du côté de Hugh Carty, et ça c'est une déception. C'est l'écart, surtout par rapport à son équipe. Aujourd'hui, ça a un peu été comme toutes les autres journées, c'est-à-dire qu'il a explosé assez vite dans la dernière difficulté. C'est le premier des gros à exploser. Voilà, ça c'est un petit peu frustrant, je trouve, pour le coureur britannique. Et puis Yates, du côté de Bike Exchange, c'est un peu un résumé de son Giro assez incompréhensible. C'est-à-dire, il y a des jours où il était très bien, il y a des jours où il était pas top du tout. Assez surprenant en fait, le Giro de Yates. Il n'a pas complètement explosé comme un coureur qui serait hors de forme, mais il a fait le yo-yo pendant toute la course. Surprenant parce qu'en plus il avait été très très fort sur le Tour des Alpes. Je m'étais dit, bon, s'il est fort sur le Tour des Alpes, peut-être qu'il arrivera fatigué, mais s'il avait fini fatigué, il aurait complètement explosé à partir de la 2e semaine, ce qui n'a pas été le cas. Mais il a eu vraiment un niveau au niveau de la course très hétéroclite. Et aujourd'hui, ça a été compliqué. Alors, est-ce que c'est son niveau de performance ? Là encore, je me dis qu'aujourd'hui, on a passé les 2000 mètres et aujourd'hui, il craque. J'ai l'impression qu'il a été très performant dans les étapes où on ne passait pas les 2000 mètres. Et c'est peut-être ça le problème aujourd'hui de Simon Yates. C'est que c'est un coureur qui n'aime pas trop l'altitude, j'ai l'impression, le coureur britannique. Parce qu'aujourd'hui, le temps était pas... Enfin, il y avait un peu de mauvais temps aussi, ça va sur l'étape. Donc, soit c'est l'altitude, soit c'est le mauvais temps. Mais il faudra trouver ce qui ne va pas à Yates. Mais moi, je dirais que c'est quand même plutôt l'altitude. Parce que sur le Tour de France aussi, on l'a vu un petit peu en difficulté. Alors que sur le Tour de France, c'est rare quand il fait extrêmement moche. Donc, du côté de Yates, je pense qu'il y a un problème à résoudre de ce côté-là. Bon, demain, 7h30, présentation de la dernière étape, présentation du contre-la-montre. On parlera également d'un peu d'histoire du Giro. Ça sera à suivre à 7h30. Et puis le soir, débrief de cette étape, de ce contre-la-montre. On aura un débrief global du Giro un peu plus tard, en sachant que demain, je pense lundi plutôt, on aura un débrief de la première étape du Dauphiné, parce que c'est demain que ça commence, le Dauphiné, si je ne me trompe pas.
Et je pense que voilà, on va avoir un petit peu du mal. Il y aura également le débrief des boucles de la Mayenne. Alors débrief assez court, on parlera surtout des trains et de la forme d'Arnaud Desmar dans ce débrief. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao ciao.